Le pasteur Marcelo a-t-il été arrêté? C'est la question que des millions de personnes se posent. Ce problème rebondit, encore et encore. 5 fois nous avons cru que c'était terminé. 5 fois l'affaire ressurgit avec de nouveaux éléments dévastateurs. Pendant que la famille de Maman Blanche cherche la vérité, Marcelo Tunasi semble tout faire pour cacher ce qui s'est réellement passé. Mais voici exactement ce que vous devez savoir sur ce dossier qui ne cesse d'inonder la toile. Introduction. Une mort qui pose trop de questions. Cela fait maintenant 2 ans que Maman Blanche, de son nom complet Candolo Odia Blanche, a disparu de la vie de ses proches. 2 ans que son nom circule sur les réseaux sociaux, que des milliers d'internautes congolais, belges, français, demandent des comptes. 2 ans que le pasteur Marcelo Tunasi Assoumani, son mari, répond par le silence, la manipulation ou des explications qui ne tiennent pas à l'analyse. Et pourtant, à chaque fois que l'on pense que le dossier va s'éteindre, un nouveau document surgit, une nouvelle contradiction apparaît, une nouvelle pièce du puzzle révèle que quelque chose dans cette histoire ne va pas du tout. Aujourd'hui, ce dossier vient de prendre une dimension encore plus grave avec la découverte d'un acte de décès enregistré à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un document officiel qui, au lieu d'apporter des réponses, soulève des questions encore plus troublantes sur l'identité de celui qui a déclaré le décès, sur la chronologie des faits et sur le rôle exact que joue le pasteur Marcelo dans toute cette affaire. Première question, qui est vraiment mort et où? Commençons par les faits que tout le monde s'accorde à reconnaître. Maman Blanche est partie de Kinshasa. Son corps a été rapatrié à Kinshasa. Entre ces deux moments, il y a un vide, un silence que Marcelo a tenté de combler avec une version des faits, qui soulève de sérieuses contradictions. Selon la version officielle défendue par Marcelo, Maman Blanche serait décédée en Turquie, à Istanbul, des suites d'une maladie. Un certificat de décès aurait été établi là-bas, et le corps aurait été rapatrié en urgence parce que, selon ses propres mots, il ne supportait pas de voir ses enfants pleurer en Turquie. Cette explication, aussi touchante qu'elle puisse paraître, s'effondre dès qu'on l'examine sérieusement. Un médecin interviewé lors d'un live de suivi de cette affaire l'a dit clairement. Dans un pays comme la Turquie, les démarches administratives et logistiques liées au rapatriement d'un corps ne peuvent être effectuées que par des pompes funèbres agréées et habilitées. Ce n'est pas un médecin qui gère ces procédures. Ce n'est pas un individu lambda qui peut, en moins de 24 heures, obtenir tous les documents nécessaires d'un pays étranger, les faire valider par une ambassade et rapatrier un corps vers l'Afrique centrale. Or, selon les informations disponibles, le corps de Maman Blanche est arrivé à l'aéroport de Njili, à Kinshasa, à 23 heures. Le même jour, des démarches avaient été faites à la commune et à l'ambassade. Le vol entre la Turquie et le Congo dure environ 8 heures. Faites le calcul vous-même. En moins de 24 heures, comment est-il humainement et administrativement possible d'accomplir tout cela dans les règles? Dieu veut. Deuxième question. Le cercueil qui ne ressemble pas à un cercueil international. Voici un détail que beaucoup ont ignoré au moment des faits, submergés par l'émotion, mais que des observateurs attentifs ont depuis mis en lumière avec des preuves visuelles. Lorsqu'un corps est rapatrié depuis l'Europe ou la Turquie vers l'Afrique, il y a des normes internationales strictes. Le cercueil doit être hermétiquement scellé, emballé dans une caisse en bois spécifique, portant des inscriptions réglementaires, conformes aux standards de transport aérien international. On peut comparer facilement en regardant des images de rapatriement légitimes. Or, l'état du cercueil qui a été présenté à l'aéroport de Njili lors du retour du corps de Maman Blanche ne correspondait manifestement pas à ces standards. Des membres de la famille qui se sont rendus à la morgue ce jour-là ont rapporté que le corps était dans un état qui ne correspond pas à celui d'un corps ayant subi une préparation de rapatriement international. Un corps qui passe plusieurs heures dans un avion, après avoir voyagé de Turquie jusqu'au Congo, doit obligatoirement avoir été préparé, embaumé, conservé selon des protocoles précis. Ce n'est pas ce qui a été observé. Ces observations alimentent une hypothèse de plus en plus difficile à ignorer. Et si Maman Blanche n'était jamais partie en Turquie? Et si tout s'était passé sur le territoire congolais? Troisième question. Le mystère de l'hôpital d'Istanbul. Un autre fait troublant. Des personnes ont contacté l'hôpital d'Istanbul qui était censé avoir pris en charge Maman Blanche. La réponse de cet établissement a été sans ambiguïté. Ils ont non seulement nié avoir eu connaissance de cette patiente, mais ils ont également pris la peine de faire des déclarations publiques pour protéger leur réputation, demandant que leur nom cesse d'être associé à cette affaire. Un hôpital qui nie avoir reçu une patiente. Un rapatriement impossible en moins de 24 heures. Un cercueil qui ne ressemble pas à ce que l'on attend d'un transport international. Ces éléments, pris ensemble, forment un tableau inquiétant. Quatrième question. La réservation d'hôtels en Belgique. Piste réelle ou fausse piste? Un élément a semé la confusion dans les rangs de ceux qui suivent cette affaire. Des informations ont circulé selon lesquelles Maman Blanche aurait été vue en Belgique, dans un hôtel de la chaîne Sheraton, entre le 8 et le 10. Cette information, présentée par certains comme une preuve que Maman Blanche était bien en vie en Europe avant son décès en Turquie, a été contestée par d'autres. Il faut être précis ici. Une réservation d'hôtel n'est pas une preuve de présence physique. N'importe qui, avec les documents d'une personne, peut effectuer une réservation en son nom. La vraie question est, y a-t-il des images de caméras de surveillance montrant Maman Blanche en personne dans cet hôtel? Y a-t-il un témoignage du personnel de l'hôtel confirmant sa présence physique? En outre, un point géographique crucial a été soulevé. Il n'existe actuellement en Belgique qu'un seul hôtel Sheraton, et il se trouve dans l'aéroport de Bruxelles. L'idée que Maman Blanche serait venue spécifiquement dormir dans un hôtel d'aéroport, avec ses enfants, avant de voyager vers la Turquie, pose des questions de logique pratique. Et même en admettant qu'elle était bien à Bruxelles le 10,
Comment expliquer que son corps soit arrivé sans vie à Kinshasa le 12? Entre Bruxelles et Istanbul, il faut un vol. De l'aéroport en Belgique, toutes les sorties laissent des traces dans l'espace Schengen. Aucune trace de ce voyage n'a été produite. Cinquième question. L'acte de décès de Kinshasa est le fils qui n'existe pas. Voici la révélation la plus récente, la plus explosive, celle qui a relancé l'affaire avec une intensité nouvelle. Un acte de décès a été enregistré à Kinshasa, à l'état civil de la commune de Ngalema, en 2024. Cet acte officiel, lu publiquement lors d'un live, contient des informations précises sur la personne qui s'est présentée pour déclarer le décès de Maman Blanche. Il s'agit d'un certain Mouz Kassisi Feli, né à Kinshasa le 4 septembre 1992, fonctionnaire, résident à Kinshasa. Cet homme s'est présenté devant l'officier de l'état civil en qualité de fils aîné de Maman Blanche. Là, les chiffres ne mentent pas. Maman Blanche, Kandolo Odia Blanche, est née le 19 novembre 1984. La personne qui se présente comme son fils aîné est née en 1992. Cela signifie que Maman Blanche aurait donné naissance à son fils aîné à l'âge de 7 ou 8 ans. C'est biologiquement et logiquement impossible. Ce n'est pas une erreur administrative anodine. C'est une incohérence fondamentale dans un document légal. Un document qui a servi à authentifier officiellement le décès de Maman Blanche auprès des autorités congolaises. C'est ce document qui a permis à Marcelo d'obtenir la reconnaissance officielle du décès de son épouse sur le territoire congolais. Sixième question. Pourquoi Marcelo n'apparaît-il dans aucun document? C'est peut-être la question la plus simple, mais aussi l'une des plus révélatrices. Dans une affaire de décès conjugal, c'est normalement le conjoint survivant qui se présente en premier lieu pour les démarches officielles. C'est lui qui signe, qui déclare, qui assume la responsabilité légale des actes administratifs liés au décès de son épouse. Or, dans cette affaire, Marcelo n'apparaît ni dans le certificat de décès prétendument établi en Turquie, ni dans l'acte de décès enregistré à Kinshasa. Dans les deux cas, il a mandaté d'autres personnes pour effectuer ces démarches à sa place. Pour le document turc, la personne qui a identifié le corps est décrite comme un inconnu, un citoyen turc, qui lorsque des membres de la famille ont essayé de le contacter, répondait principalement en turc, et qui a finalement changé de numéro de téléphone après avoir reçu trop d'appels. Pour l'acte de Kinshasa, c'est ce mystérieux fils aîné, né en 1992 qui s'est présenté. Pourquoi un mari présent, vivant, en bonne santé, ne se présente-t-il pas lui-même pour les actes officiels liés au décès de sa propre femme? Pourquoi délègue-t-il systématiquement? Cette question mérite une réponse claire. Septième question. Les deux actes de décès en conflit. Que dit la loi? L'affaire Marcelo comporte désormais deux actes de décès, l'un prétendument établi en Turquie, l'autre enregistré officiellement à Kinshasa. Ces deux documents sont en contradiction. La vérité éclate. Ce que Marcelo risque de perdre pour toujours, ce que la justice peut lui coûter. Commençons par le plus grave, parce que c'est là que tout se joue pour Marcelo Tunasi. Si les enquêteurs congolais parviennent à établir avec certitude que les deux actes de décès présentés dans cette affaire sont des documents falsifiés, ou qu'ils ont été obtenus par des moyens frauduleux, Marcelo se retrouve face à une accumulation de charges pénales qui, dans n'importe quel système judiciaire sérieux, peuvent conduire à une peine d'emprisonnement lourde. En droit congolais, comme dans la plupart des systèmes juridiques africains inspirés du droit civil, la falsification de documents officiels est une infraction pénale grave. Un acte de décès est un document d'état civil. Le faire établir par une personne qui se présente sous une fausse qualité, en l'occurrence comme fils aîné biologique d'une femme dont il ne peut mathématiquement pas être le fils, constitue un faux en écriture publique. Cette infraction seule peut valoir plusieurs années de prison. Mais ce n'est que le point de départ. Si en plus il est démontré que Maman Blanche n'est pas décédée en Turquie, que le certificat étranger est lui aussi un document fabriqué ou obtenu de manière irrégulière, on entre dans une toute autre dimension juridique. On parle alors de faux et usage de faux sur acte d'état civil, de complicité potentielle avec des agents publics, et selon les circonstances réelles du décès, de dissimulation de cadavres, voire de charges bien plus graves si la mort elle-même n'est pas naturelle. Il faut comprendre une chose fondamentale. Dès le moment où deux actes de décès officiels se contredisent sur des points aussi basiques que l'identité du déclarant et sa relation avec la défunte, la justice a l'obligation légale d'ouvrir une instruction. On ne peut pas avoir deux versions officielles d'un même décès. L'une d'elles est forcément fausse. Et si l'une est fausse, quelqu'un l'a fabriquée. Et si quelqu'un l'a fabriquée, il y a un commanditaire. Dans cette affaire, tout ramène à Marcelo. Sa réputation de pasteur. Une construction qui s'effondre brique par brique au-delà du pénal. Il y a quelque chose que Marcelo ne pourra jamais récupérer si la vérité éclate complètement. Sa réputation spirituelle. Et dans les communautés congolaises d'Afrique et de la diaspora, la réputation d'un homme de Dieu est souvent sa seule et véritable richesse. Marcelo n'est pas un citoyen ordinaire. Il est pasteur. Il est à la tête d'une église, le corps du Christ international, montagne de l'Éternel. Il a des fidèles. Des gens lui font confiance non pas parce qu'il est riche ou puissant, mais parce qu'il est censé représenter quelque chose de sacré. Il prêche, il prie, il impose les mains, il prononce des bénédictions sur des familles entières. Or, ce que cette affaire révèle, si les accusations se confirment, c'est un homme qui aurait utilisé sa position spirituelle comme couverture. Un homme qui aurait continué à se présenter comme serviteur de Dieu, tout en manipulant des documents officiels, tout en mandatant des inconnus pour signer à sa place des actes administratifs liés à la mort de sa propre femme, tout en laissant les interrogations et la douleur de la famille de Maman Blanche sans réponse pendant 2 années entières. Dans la Bible, il est écrit que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si les fruits de Marcelo sont des actes de décès contradictoires, un certificat étranger dépourvu de toute information familiale,
un hôpital turc qui nie avoir connu la patiente et un rapatriement expédié en moins de 24 heures. Alors la question que chaque fidèle doit se poser est simple. Quel genre d'arbre produit ces fruits cela? La confiance spirituelle, une fois brisée, ne se reconstruit pas. Des pasteurs bien plus puissants que Marcelo ont vu leurs empires s'effondrer en quelques semaines dès que la vérité sur leur vie privée a été exposée. Les fidèles qui donnent leur argent, leur temps, leur foi à un homme d'église ne pardonnent pas la trahison. Ils ne pardonnent pas le mensonge. Et surtout, ils ne pardonnent pas quand ce mensonge implique la mort d'une femme, d'une mère, d'une croyante comme eux. Vuf, son autorité sur ses propres enfants. Une question qui se pose. Voici une dimension que peu de gens ont explorée publiquement, mais qui est pourtant au cœur de cette affaire. Maman Blanche et Marcelo avaient des enfants ensemble. Ces enfants ont grandi en sachant que leur mère est décédée selon une version des faits présentée par leur père. Ils ont vécu le deuil avec cette version-là. Si demain la justice établit que cette version est fausse, que les documents présentés étaient frauduleux, que les circonstances réelles du décès de leur mère ont été dissimulées, ces enfants vont devoir faire face à une réalité dévastatrice. Non seulement ils ont perdu leur mère, mais ils ont été élevés dans un mensonge construit par leur propre père. L'autorité parentale de Marcelo sur ses propres enfants deviendrait alors moralement et potentiellement légalement contestable. Dans plusieurs pays, lorsqu'un parent est mis en examen pour des faits graves liés à la mort de l'autre parent, des mesures de protection peuvent être prises concernant la garde des enfants. C'est une conséquence directe que Marcelo n'a probablement pas anticipée dans toute sa gravité. La diaspora congolaise, un tribunal populaire qu'on ne peut pas acheter. Il faut comprendre le contexte culturel dans lequel cette affaire se développe. Les communautés congolaises de Belgique, de France, du Royaume-Uni, du Canada sont des communautés soudées, où l'information circule à une vitesse fulgurante. Les lives TikTok, les groupes WhatsApp, les chaînes YouTube, comme celle qui a diffusé ces révélations, forment un réseau d'informations parallèles que personne ne contrôle et que personne ne peut acheter au silence. Dans ce tribunal populaire, Marcelo est déjà jugé. Et même si une partie des gens se réserve encore 5% de doute, comme l'ont dit certains intervenants lors des lives, la majorité a déjà rendu son verdict moral. Un homme innocent ne mandate pas un inconnu pour déclarer la mort de sa femme. Un homme innocent ne disparaît pas de tous les documents officiels liés au décès de son épouse. Un homme innocent ne change pas sa version des faits à plusieurs reprises. Ce jugement populaire a des conséquences très concrètes. Les membres de la diaspora qui fréquentèrent son église ne reviennent pas. Les dons s'arrêtent. Les partenariats spirituels avec d'autres pasteurs et d'autres communautés se dissolvent. Les invitations aux conférences, aux croisades d'évangélisation, aux grands rassemblements chrétiens disparaissent une à une. Un pasteur sans communauté n'est plus un pasteur. Il est juste un homme seul avec ses secrets. La manipulation de l'opinion publique, une stratégie qui se retourne contre lui. Depuis le début de cette affaire, on peut observer une stratégie de communication de la part de ceux qui soutiennent Marcelo ou qui cherchent à étouffer les questions. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers. Diviser ceux qui cherchent la vérité en différents clans qui se combattent entre eux, discréditer les principaux enquêteurs populaires en les accusant de chercher la gloire ou l'argent, noyer l'opinion dans un flot d'informations contradictoires pour que personne ne sache plus quoi croire, et attendre que la fatigue médiatique fasse son travail. Et il faut être honnête, cette stratégie a partiellement fonctionné. Les divisions entre les différents groupes qui suivent cette affaire ont affaibli la pression collective sur Marcelo. Les querelles entre influenceurs, les accusations mutuelles, les guerres de clans, tout cela a effectivement profité à Marcelo qui, pendant ce temps, gardait le silence. Mais voici pourquoi cette stratégie finit toujours par se retourner contre son auteur. Les documents ne mentent pas. On peut diviser les gens, on peut semer la confusion dans les esprits, mais on ne peut pas changer une date de naissance sur un acte officiel. On ne peut pas faire disparaître le fait qu'un homme présenté comme fils aîné d'une femme est mathématiquement né, alors que cette femme avait 7 ou 8 ans. Ces faits sont là, noir sur blanc, et ils attendent patiemment que la justice les lise. La manipulation de l'opinion publique est un jeu à court terme. À long terme, chaque nouvelle révélation, chaque nouveau document, chaque nouvelle contradiction vient alourdir un dossier qui, désormais, est entre les mains des autorités judiciaires congolaises. Et les autorités judiciaires, elles, ne se laissent pas diviser par des querelles de TikTok. Son avenir en tant que figure publique, fermé. Si la vérité éclate dans toute son ampleur, Marcelo ne pourra plus jamais exercer publiquement son ministère pastoral avec la même autorité. Même si par extraordinaire il évitait la prison, même si des avocats habiles parvenaient à minimiser les charges pénales, sa carrière de pasteur public est terminée. Personne ne viendra plus écouter un homme dont la femme est morte dans des circonstances que la justice a jugées suspectes. Personne ne mettra ses enfants sous l'imposition des mains d'un homme dont les actes administratifs liés à un décès se sont révélés frauduleux. Dans les communautés chrétiennes congolaises, la moralité du pasteur est inséparable de son message. Un pasteur qui prêche la vérité et vit dans le mensonge ne peut pas rester debout longtemps. L'Église elle-même, dans ses structures institutionnelles, a des mécanismes pour désavouer, destituer, exclure un membre du clergé dont le comportement ternit l'image de la communauté chrétienne dans son ensemble. Et si Maman Blanche n'était jamais morte? La question que tout le monde pense mais n'ose pas formuler. Il existe une hypothèse que des milliers de personnes murmurent dans les commentaires, dans les groupes WhatsApp, dans les conversations privées, mais que peu osent poser publiquement avec toute sa brutalité. Et si Maman Blanche n'était pas morte? Et si cette femme avait été simplement éliminée de la vie de Marcelo d'une autre manière, pas par la maladie, pas par un accident,
mais par une décision froide et calculée de faire disparaître une épouse devenue un obstacle, cette hypothèse change absolument tout. Parce que si Maman Blanche était encore en vie quelque part, ou si elle a été supprimée délibérément, alors on ne parle plus seulement de faux documents administratifs. On parle d'un crime autrement plus grave. Et tout ce que Marcelo a construit après sa disparition prend une signification radicalement différente. Marcelo allait-il se remarier? La vérité sur ce qui se prépare dans l'ombre, posons la question directement. Un homme qui fait enregistrer la mort de sa femme à toute vitesse, qui expédie les funérailles en moins de 24 heures, qui ne figure dans aucun document officiel lié à ce décès, qui mandate des inconnus pour signer à sa place. Quel est son objectif final? Pourquoi cette urgence administrative? Pourquoi ce besoin de clore le dossier aussi rapidement? Dans beaucoup de cas similaires que l'histoire judiciaire internationale a documentés, la réponse est souvent la même. Il y a quelqu'un d'autre, une autre femme, un autre projet de vie que l'épouse actuelle rendait impossible, un remariage planifié qui nécessite que la première union soit officiellement et légalement terminée. Un pasteur ne peut pas se remarier publiquement tant que son épouse est officiellement vivante. Dans les communautés chrétiennes évangéliques congolaises, le divorce est déjà très mal vu. Mais si l'épouse est décédée, le pasteur est libre. Il peut se présenter comme un veuf courageux qui a traversé l'épreuve avec foi. Il peut se remarier dans la dignité, avec les bénédictions de sa communauté, sans jamais avoir à expliquer quoi que ce soit sur les circonstances réelles de la disparition de la première femme. Si Maman Blanche était encore en vie, Marcelo ne pouvait rien construire de nouveau, ni une nouvelle union, ni une nouvelle image publique de veuf éprouvé par Dieu, ni une nouvelle dynamique dans son église. Sa présence vivante était un verrou sur son avenir. Sa mort, réelle ou fabriquée, était la clé qui ouvrait toutes les portes. Ubushu, son église, un empire qui ne peut respirer qu'en l'absence de Maman Blanche. Voici quelque chose que les gens oublient souvent quand ils analysent cette affaire uniquement sous l'angle familial ou sentimental. Maman Blanche n'était pas simplement l'épouse de Marcelo, elle était co-bâtisseuse de l'œuvre. Elle priait, elle servait, elle était présente dans le ministère. Dans les couples pastoraux africains, la femme du pasteur est souvent une figure centrale, une autorité morale propre, une présence qui rassure et qui ancre. Une telle femme, si elle avait un jour décidé de parler, de témoigner, de révéler ce qu'elle savait de la vie réelle de son mari derrière les portes de l'église, aurait pu détruire l'édifice entier. Une épouse qui parle est la menace la plus redoutable pour un homme public qui vit dans le mensonge. Elle connaît les finances, les relations, les comportements privés, les contradictions entre le discours du dimanche et la vie du lundi. Si Maman Blanche était en vie et avait choisi de parler, l'église corps du Christ international n'existerait plus sous sa forme actuelle. Les fidèles qui donnent leurs offrandes chaque semaine auraient su exactement à quoi servait leur argent. Les partenaires ministériels auraient coupé les ponts. La réputation de Marcelo se serait effondrée non pas sous la pression d'internautes, mais sous le témoignage direct de celle qui partageait sa vie. Son absence, permanente et officielle, est donc aussi la condition de survie de son empire spirituel. Les pasteurs ritualisés, le sujet tabou que cette affaire remet sur la table. Il faut maintenant aborder un point que beaucoup considèrent comme relevant de la superstition, mais que des millions d'Africains, chrétiens pratiquants inclus, reconnaissent comme une réalité bien documentée dans leur communauté. La question des sacrifices humains liés à la recherche de succès spirituel et financier. Dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, il existe une croyance profondément ancrée selon laquelle certains hommes de Dieu, certains pasteurs, certains prophètes ont conclu des pactes occultes qui exigent en échange de leur succès un sacrifice de quelqu'un de proche, un enfant, un parent, une épouse. Cette croyance n'est pas qu'une légende urbaine, des enquêtes journalistiques sérieuses, des témoignages recueillis dans plusieurs pays, des affaires judiciaires documentées, ont montré que certains individus se réclamant du christianisme pratiquent en réalité une double vie spirituelle, combinant les apparences du culte évangélique avec des pratiques occultes exigeant des sacrifices humains pour maintenir leur pouvoir, leur richesse et leur influence. Dans ce contexte, la mort de Maman Blanche prend une dimension encore plus troublante pour ceux qui connaissent ces réalités culturelles. Pourquoi un homme dont l'église grandit, dont le nom circule, dont le ministère prend de l'ampleur, perd-il soudainement sa femme dans des circonstances aussi opaques? Pourquoi cette précipitation à clore administrativement le dossier? Pourquoi cette absence totale de transparence de la part de quelqu'un qui prêche la lumière et la vérité chaque dimanche? Ces questions ne constituent pas des accusations. Elles sont le reflet d'une réalité culturelle que des millions de personnes vivent et observent dans leur communauté, et que cette affaire a brutalement remise au premier plan. Quand le sacrifice du fidèle devient la norme cachée, au-delà du cas spécifique de Marcelo, cette affaire ouvre un débat bien plus large sur la dérive de certains ministères chrétiens africains, des pasteurs qui vivent dans des villas luxueuses pendant que leurs fidèles peinent à payer le loyer, des hommes de Dieu qui circulent en voitures de luxe financées par les offrandes de personnes au salaire minimum, des prophètes qui promettent des miracles financiers en échange de semences, c'est-à-dire de dons d'argent de plus en plus importants. Ce système a créé une dynamique perverse dans laquelle le fidèle est devenu une ressource à exploiter, plutôt qu'une âme à servir. Et dans les cas les plus extrêmes, cette exploitation dépasse le cadre financier pour entrer dans des territoires bien plus sombres. Le fidèle qui sacrifie son loyer pour donner sa dîme ne sait pas toujours à quoi sert réellement cet argent.
le fidèle qui donne sa confiance absolue à un homme présenté comme loin de Dieu, ne questionne pas les zones d'ombre de sa vie privée. Et c'est précisément cette confiance aveugle que certains pasteurs utilisent comme bouclier, sachant que leurs fidèles défendront leurs bergers, même face aux preuves les plus accablantes. Maman Blanche elle-même était une fidèle, une croyante, une femme qui a consacré sa vie à un ministère. Si ce ministère l'a dévorée, si l'homme qu'elle servait aux côtés l'a sacrifié d'une façon ou d'une autre pour protéger ses intérêts, alors cette affaire devient le symbole de la trahison la plus absolue qu'un homme d'église puisse commettre envers l'une des siennes. Ce que cette affaire change pour toutes les femmes de pasteurs. La dernière dimension de cette hypothèse est peut-être la plus importante sur le plan humain. Si les soupçons qui pèsent sur Marcelo se confirment, cette affaire envoie un message glaçant à toutes les femmes qui partagent leur vie avec un homme d'église en Afrique et dans la diaspora. Elle dit que la position de femme de pasteur, loin d'être une protection, peut devenir une vulnérabilité. Que l'homme qui prie avec vous le dimanche peut être le même qui vous efface administrativement le lundi. Que votre disparition peut être organisée, documentée et officialisée pendant que vos propres enfants grandissent dans une version mensongère de votre mort. Maman Blanche mérite la vérité, pas pour les réseaux sociaux, pas pour les likes et les abonnements, mais parce que chaque femme qui ressemble à Maman Blanche, chaque femme invisible derrière un mari visible, mérite que la lumière soit faite sur ce qui lui est arrivé. Et cette lumière, document après document, contradiction après contradiction, est en train de se frayer un chemin vers une vérité que personne ne pourra plus éteindre.